Donc, les médicaments qui ont des goûts, qui ont du goût et qui sont accessibles et mangeables à la majorité des hommes, ceux-là, hein, il faut pas les garder à la maison ou il faut les vendre. Et des médicaments qui sont carrément mangeables même pour les hommes, ceux-là, hein, si c'est du chametz vraiment, du vrai chametz, genre qu'il y a du pain, hein, vraiment, si c'est du pain, le médicament c'est comme du pain, et ben là, il faut que ce soit mangeable pour le chien. Si c'est mangeable même par des chiens, on doit le jeter de la maison. Est-ce qu'on peut utiliser, prendre des médicaments pendant Pessah? Donc c'est évident que si quelqu'un il est malade, il est en danger de vie, il peut manger du pain, il peut manger ce qu'il veut, on a le droit pour sauver une vie de manger, de transgresser tout. Il n'y a pas de problème. Si c'est les médecins disent qu'il faut sauver, c'est ce qui sauve la vie de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Par contre, si c'est une troufa, si c'est, on peut trouver un autre moyen d'être soigné sans ce médicament-là, il faut trouver une autre solution. Mais s'il n'y a pas de solution, et c'est un malade qui n'est pas en danger, et par exemple, je vous dis, c'est comme le façon là, je prends l'exemple parce que je sais que celui-là, il a du goût, il est un peu sucré, les bonbons roses là, comme ça, et bien ceux-là, il dit Rav Bension qu'il faut les envelopper avec du papier fin et les avaler comme ça. Bah, parce qu'il y a tellement de produits de toute façon dans ces médicaments-là que c'est pas grave de les avaler comme ça avec un papier. Mais la majorité des médicaments aujourd'hui, puisqu'ils sont faits, c'est du Hametz, mais c'est tellement fait, c'est tellement travaillé, etc., qu'on ne sent pas du tout le goût du Hametz, on ne le voit pas. Parce qu'on a dit la semaine dernière, dans le Hametz, il faut le goût, et il faut le voir, il faut que ça se trouve chez soi. Là, on ne voit pas le Hametz, on voit un médicament, un cachet, une pilule, on ne voit pas le médicament, le Hametz. Donc, il y a, etc. Maintenant, si quelqu'un a juste un mal de tête pendant Pessah, et donc il n'a que les médicaments qu'il a envie de prendre. Je crois que le Doliprane, par exemple, je crois que c'est que le Doliprane je ne me rappelle plus si c'est le Doliprane ou pas qui est permis. En tout cas, il y a des médicaments, des trucs comme ça qui sont interdits. Et il y a des équivalents aujourd'hui pour prendre des cachets qui sont, oui, dans la liste de Pessah, donc il faut éviter. Ceux qui ont juste des petits maux de tête, etc., il faut éviter. Maintenant, quelqu'un qui a un malade chez lui qui a besoin de médicaments qui sont du Hametz à 100%. Ou par exemple, les enfants, on a du sirop. Et le sirop, ça c'est du Hametz déjà qui a du goût, qui peut-être que les enfants ils aiment bien, ou peut-être même un adulte il pourrait le boire, il pourrait aimer. Et c'est du Hametz. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit qu'il n'y a pas de problème de le garder à la maison. Par contre, il faut essayer, si on peut, de mettre dans la maison, dans un endroit où si quelqu'un est devant sa porte, devant son palier, etc., un endroit qui est FK, un endroit qui ne lui appartient pas, de le mettre là-bas et d'aller se servir de ces médicaments, là-bas. Et s'il a besoin pendant la fête d'aller acheter un médicament qui est Hametz, il doit l'acheter à la pharmacie, qu'il essaye de l'acheter dans une pharmacie bien sûr de Goy, pas une pharmacie de juif, parce qu'on ne sait pas si le juif il a vendu son Hametz, et donc à ce moment-là, on consommerait du Hametz pendant Pessah, qui appartient à un juif, et ça c'est un problème. Et s'il peut prendre le médicament avant de payer. Aujourd'hui en France avec les sécu, etc., quand on fait passer la carte de sécu, le temps qu'on se fait rembourser, que vraiment l'argent sort de chez nous, donc ça va prendre encore du temps. Donc a priori c'est bon, on pourrait aller et le manger pendant la veille pendant Pessah et consommer ces médicaments pendant Pessah. Celui qui a des animaux chez lui à la maison et il y a de la nourriture des animaux, et cette nourriture-là, on va donner aux poissons pendant Pessah. Donc, comme c'est souvent de la nourriture qui n'est pas consommable, par exemple, personne ne va prendre de la nourriture de poisson et la manger. Donc, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de la vendre, on peut la garder et faire manger les animaux avec. Il y a une grande question qui se pose sur tout ce qui est les parfums, les dentifrices, le maquillage. Est-ce qu'il y a une crainte de Pessah dedans? Donc, les savons, personne ne va manger du savon. Donc, il n'y a aucun problème, pas besoin d'acheter du savon, cacher les Pessah. Alors, il va dire, mais je nettoie mes ustensiles avec. C'est pas mangeable ces temps-là, ces produits-là, c'est pas mangeable. Donc, on fait pas attention. C'est vrai que pendant l'année, on fait attention de ne pas prendre du savon avec du vinaigre, parce que le vinaigre, c'est interdit, c'est quand même, on fait attention. Mais en tout cas, nous, on n'est pas obligé de prendre du savon caché à l'épaisseur. Maintenant, tout ce qui est les produits de nettoyage, etc., pas besoin que ça soit aussi caché à l'épaisseur. Les parfums, pas besoin de caché à l'épaisseur. Est-ce qu'on peut se parfumer? Parce que souvent, dans le parfum, ils mettent, on va dire, de l'orge, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y aurait un problème? On devrait peut-être faire attention et de ne pas se servir de ces produits-là. On dit aussi qu'il n'y a aucun problème. Maintenant, ceux qui ont peur des rouges à lèvres, parce que le rouge à lèvres, il y a quelqu'un qui vous dire, le rouge à lèvres, on met sur la lèvre. Quand on mange, on peut avaler du rouge à lèvres, et le rouge à lèvres, il peut avoir peut-être du Hametz dedans. Comme le rouge à lèvres aussi, il n'est pas mangeable, même pour un chien, un homme normal ne va pas manger du rouge à lèvres comme ça là.
Et donc, même si on va avaler du rouge à lèvres en mangeant, on ne pense pas à manger le rouge à lèvres, on ne veut pas manger le rouge à lèvres, et donc il n'y a pas de problème, on peut s'en servir. Et le dentifrice, alors on se sert, le dentifrice, on brosse les dents avec, on le rentre dans la bouche. Nous disent Rav Benzion, Rabbi Shaul, Rav Ovadia Yosef, même le dentifrice, celui qui n'a pas la possibilité, je ne sais pas où c'est trop cher pour lui, mais bon, aujourd'hui c'est vrai qu'on a accès dans les magasins cachers, même à des dentifrices avec de la cache-route, mais celui-là qui n'a pas, et qui n'a pas eu la possibilité d'acheter, il se retrouve sans, il peut se brosser les dents et même avec du dentifrice. Parce que le dentifrice aussi, personne ne va venir à manger pour le kiff du dentifrice, c'est pas un plaisir. On le prend que pour laver la bouche, pour garder que la bouche soit propre, qu'il n'y ait pas de caries, etc. Et donc celui qui va prendre un dentifrice à le manger, ça c'est un problème. Ceux qui se brossent les dents avec du dentifrice, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin de prendre un dentifrice caché. La même chose pour les savons, la même chose pour l'aluminium, etc. Pas besoin. Non, ils le vendent parce qu'il y en a que oui, ont peur, il y en a qui vont faire attention. Donc, il y a des produits cachers dans la magasin qui se vendent avec des tampons. Donc, celui qui peut, c'est bien, il peut acheter du cacher. Il n'y a pas il n'y a pas d'obligation, on va dire, il n'y a pas d'obligation et c'est pas obligatoire. Et donc, on pourrait se servir de ces produits-là pendant Pessah. Tout ce que ces produits qui sont, comme on a dit, toute l'année, on s'en sert. Et c'est des choses qui ne se mangent pas, qui ne se consomment pas pour les hommes. Il n'y a aucun souci de prendre, même si ce n'est pas Kachar et Pessah. Si quelqu'un il a la possibilité de prendre le Kachar et Pessah, pourquoi pas? C'est à voix à la bracha, comme on dit, et il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a des produits où il y a des discussions. Alors, on va dire Yosef ramène, dans Ravitrak Yosef ramène, sur par exemple le sel. C'est vrai que le sel, il y en a qui disent que dans le sel, il y a souvent, dans les endroits où on fait le sel, dans les usines où on gère le sel, etc., il y a du blé. Et en Israël, par exemple, il y a quelques années, ils avaient trouvé carrément, même dans du sel qui était bien caché, ils avaient trouvé du blé, quelqu'un pendant Pessah avait trouvé du blé. Et c'est du Chametz Gamor. Le blé, même s'il n'a pas été gonflé, etc., le fait qu'il y a eu de l'eau qui a touché ce blé, et donc il est pas caché à Pessah, c'est du Chametz. Et donc, comment on fait? Alors, Rabbi Benzion Shaul, à l'époque, Rabbi Benzion Shaul lui-même, eux, ils prenaient du gros sel, des blocs comme ça, et ils grattaient. Bon, on n'en est pas à ce niveau-là. Pour le sel, c'est vrai qu'on pourrait prendre du sel normal chez Carrefour, chez Auchan, chez qui vous voulez, mais c'est mieux, si on peut, pour une fois dans l'année, et ça ne coûte pas beaucoup plus cher, de prendre du sel d'Israël avec le tampon du Badatz Aeda Haredit. Vous voyez, Badatz Aeda Haredit, ils emmènent ça guide, je crois, c'est des sachets blancs comme ça, avec écrit bleu et en rouge, des sachets en carton comme de la farine. Ils vendent ça dans tous les magasins cachers normalement, en tout cas chez Hyper Cacher, c'est sûr qu'il y en a. Du cacher, du sel fin, et c'est mieux de l'avoir avec la cache-route, le sel, si on peut. D'accord? Si on peut avoir le sel avec la cache-route, c'est mieux. Alors j'avais noté aussi ici, alors tout ce qui est le miel et le miel et l'huile, que toute l'année on peut prendre chez les goïs selon la liste, etc. Et normalement, on ne doit pas craindre qu'il y a des problèmes de cache-route, le Pessah dessus, d'accord? Mais quand même, comme c'est Pessah, et Pessah, on a dit la semaine dernière, même ça de Chametz, machéou, c'est karet, c'est une grande gravité, une grande importance à ne pas prendre du Chametz. Pendant Pessah, il faut éviter et essayer de prendre que des produits qui sont vérifiés. Et pas n'importe quel produit, il faut prendre des produits qui aient des bonnes vérifications, des bonnes cache-routes, parce qu'aujourd'hui, chacun peut mettre sa cache-route, et dans les magasins cachers, c'est pas parce que vous rentrez dans un magasin cacher que tout ce qui est vendu là-bas, c'est tout ce qu'il faut, selon toutes les règles de la Lacha. Donc, il faut connaître les cache-routes. Il y a le Badatz Aeda Haredit, c'est le meilleur. Il y a le Rav Rubin, il y a Rav Marfoud, Yoredea. Il y a, on peut même compter sur Badatz Bet Yosef. Après, qu'est-ce qui est Rav Rothenberg de Paris, Kif, Haredim, Bedin de Paris, Rav Frankfurter. Tout cela, c'est des cache-rouillottes qui sont sérieuses sur lesquelles on peut compter quand c'est caché les Pessah. Et donc, même l'huile et le miel, que toute l'année on prend, même pas dans le cacher, à Pessah, il faut faire attention et de prendre du cacher. La même chose pour le beurre, parce qu'on ne sait pas dans ces usines-là, de gars, ils ne font pas toujours attention. Dans ces usines-là, ils ne font pas toujours attention à tous ces produits. Ils ne font pas toujours attention à tous les produits qui font rentrer dans leurs usines. Donc, on peut avoir une usine où il y a des produits qui ne vont pas être cachés les Pessah. Il peut y avoir du Hametz, même dans du sel, ou même dans de l'huile ou du miel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention pendant Pessah, juste si on peut, de prendre des produits qui sont que cachés les Pessah. Le sucre, la même chose de sucre,
Il y en a qui font très attention, qui ne prennent pas, c'est la même idée. Donc c'est pour ça que il y a là aussi une marloquette. Il y en a qui disent que le sucre, il faut faire attention, c'est comme le sel, comme l'huile et le miel, quand on dit que chez les goy, on ne pourrait pas prendre dans l'année, on ne peut pas prendre en Pessah. Il y en a qui disent que le sucre, c'est moins risqué, il y a moins de blé, etc. dans des usines où on fait du sucre, il faut faire attention. Moi, je conseille que si déjà on achète le sel, déjà on peut acheter aussi le sucre dans les magasins cachers avec un bon tampon. Il y a plusieurs cache-rouges. J'ai vu que les Chabad aussi, ils font une vérification sur du sucre français. Je crois que sur, je ne me rappelle plus de quelle marque c'est. Je crois que c'est Daddy, si je me trompe pas. Et là, il y a une vérification. Il y a dans les magasins, en tout cas chez Paracha, il y a un papier sur les rayons qui dit que ces produits-là ont été vérifiés, qu'il n'y a pas eu de chametz qui a été mélangé dans les usines. Ceux-là, ils sont presque au prix qu'on a dans les magasins pas cachers. Et après, il y a du sucre d'Israël, que là, il coûte un peu plus cher. Je crois 1 euro ou 1,5 € de plus. Bon, ça, il faut faire attention. Le thé et le café. Le thé et le café, on peut boire à Pessah. Alors, c'est vrai qu'encore une fois, le thé et le café, surtout le café, les grains de café, c'est possible aussi que dans leurs usines, ils ne font pas toujours attention. C'est des graines, etc. Ils peuvent mélanger, il peut avoir du chametz dedans. Donc, celui qui peut faire attention, le café pendant Pessah, qui prend aussi avec une bonne cache-route, qui prend un café avec un tampon. Alors, je crois que les Nespresso, si je ne me trompe pas, je crois que certains sont cachés à l'épaisseur, si je ne me trompe pas. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le top cache-route, mais bon, ça, Rabbanou, Tarachi d'Israël, ça passe, c'est bien. Après, sinon, il y a les bons élites, les cafés en poudre ou café turc, etc., qui sont avec des tampons sur lesquels on peut compter et faire attention. La même chose pour le thé, si on peut, le thé et le café pour Pessah. Si quelqu'un veut poser une question, n'hésitez pas à lever la main ou m'écrire sur le chat. J'essaierai de répondre. Maintenant, tout ce qui est les fruits secs, les dattes, etc. Là aussi, on dit qu'il faut faire attention. Dans l'année, on peut acheter des dattes et des fruits secs dans les magasins Goy, chez Lidl, chez tout le monde. Mais là, à Pessah, il faut faire attention. Essayez de prendre des fruits secs qu'avec un tampon. C'est pas que les dattes, ils sont cachés ou quoi. C'est que on sait que dans ces endroits-là qui ont été cachés à l'épaisseur, dans ces usines-là, on a fait très attention de ne pas mélanger du chametz, de ne pas faire rentrer du chametz dans ces usines-là pendant toute cette période. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire encore à ce sujet-là? Donc, le chametz, ça sent que le chametz, ça fait ça, comme on a dit, c'est même des machirou, c'est même un tout petit peu de chametz, on a déjà ça qu'il faut faire très attention dans tout ce qui est dans le chametz, et même le ta'arovet, comme on a dit, les mélanges de chametz, s'il y a du goût, etc., faut faire attention. Maintenant, dans les boissons, vous allez voir aussi beaucoup, il y a des différences. C'est pourquoi il y a des différences. Par exemple, dans le coca, il y a des coca qui sont cachés à l'épaisseur, et il y a des coca où ils ne sont pas cachés. Je me dis, je vois pas, c'est le même coca. Alors, a priori, non. Parce que dans le coca, il y a ce qui s'appelle la khumsat limon. Je ne sais pas comment ça se dit vraiment en français. C'est comme de l'amidon, comme ça, de citron. C'est un produit qui est chimique, mais qui a du chametz dedans qui est mélangé. Et donc, il y a des décisionnaires qui veulent interdire, qui c'est un problème, surtout sur une différence Sarah d'Ashkenaz. Et même chez l'Ashkenaz, il y a des différences. Celui qui fait très attention, peut-on c'est une machine espresso. Alors, cachériser, je vais dire par cachériser la machine espresso, je vais vous répondre pour la machine espresso. Pour ce que je disais, pour le coca, voilà, les boissons sucrées. Ce qui est vraiment le top, c'est carrément de ne pas consommer des jus de fruits pendant Pessah parce qu'on ne sait pas les produits, mais sinon, et ça coûte très cher, c'est vrai que ça coûte très cher, c'est des produits d'Israël, mais pas n'importe quel produit. Le Coca-Cola, il n'y a que le rouge, Coca-Cola en rouge, qui est avec une cache-route qui passe, qui est bien pour Pessah, qui est une bonne cache-route pour Pessah. Tous les autres Coca ou même les autres Coca ou même d'autres boissons, vous verrez qu'il y en a qui sont les Springs, par exemple. Je vous disais que j'ai fait les courses dimanche une partie. Donc les Springs qui sont avec Rav Rubin, Kachar et Mandarin toute l'année et même Pessah, cela c'est très bon. Et il y en a d'autres qui sont juste Kachar Khatam Sofer Bnebrak, c'est bien aussi, mais il ne faut pas acheter n'importe quel. Ce n'est pas parce qu'il y a écrit un tampon qu'on vous les vend dans le magasin Kachar qui sont Kachar. Il faut faire attention, il ne faut pas tout acheter, parce que dans ces produits-là, il y a des produits qui a un risque qui sont Hametz dans des usines en France. On dirait ceux qui ne changent pas la recette, etc. Mais on ne sait pas. Et donc, il faut faire attention, éviter d'acheter ces produits-là. Alors,
Il dit ici le Rav dans la Likutei Yosef que si on achète des produits d'Israël, par exemple du fromage ou des poissons, genre des sardines, etc., qui sont fermés, qu'avec de l'huile, il y a écrit quoi? Poisson, thon à l'huile, par exemple. Il n'y a pas de Hametz, pas obligé cela, si on en a d'avant Kasher les Pessah, pas obligé de que ce soit Kasher les Pessah. Parce que du moment où c'est que du poisson et de l'huile, et il y a un tampon que c'est Kasher, c'est des gens qui vérifient dans cette usine-là, ils font que de l'huile, ils font que du thon. Ils vont pas, ou des sardines, ils vont pas mettre autre chose dedans. Cache-route d'Eretz Israël, pas des usines en France qu'on a cachérisées, etc. Des cache-routes d'Eretz Israël sérieuses, il n'y a pas de problème, on peut manger ce thon-là, même s'il n'est pas kasher des Pessah. Donc, comme j'avais dit, là, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière ici ou je l'ai dit ailleurs, tout ce qui est les matzot hashirot, tout ce qui est les gâteaux avec de la farine normale, mais juste avec des jus de fruits, que ce soit Rav Ben Sion, surtout Rav Ben Sion à Bachelor, les Sion, et même Rav Ovadia Yosef un peu, ils considèrent que faire très attention dans ces gâteaux-là, puisque c'est quoi cette idée? L'idée, normalement, tout ce qui est de la farine normale avec de l'eau, ça gonfle. Et donc, tout ce qui est des matzot, chez nous, on a le droit de manger des matzot qu'avec une très bonne vérification, qui ont été faits moins que 18 minutes, que l'eau a été vérifiée, que le blé il a été gardé, surveillé depuis le moment où il a été moissonné, etc., etc. Quand on va prendre de la farine, on va la mélanger avec du jus de fruits. Alors, c'est vrai que normalement, si c'est que du jus de fruits, ça ne fait pas gonfler la pâte. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, très compliqué, c'est que l'usine où il y a les jus de fruits, et où ils fabriquent les gâteaux, il faut que même dans les robinets, quand ils se lavent les mains, il y ait du jus de fruits. Il ne faut pas qu'il y ait du tout d'une goutte d'eau qui circule dans tout le circuit de la fabrication des gâteaux. Et un autre problème, c'est que même quand ils transportent les jus de fruits, il y a quelques années, je me rappelle, Rav Yosef, il avait raconté qu'il y a eu ils ont vérifié qu'il y avait un camion, il s'avérait qu'il y avait la pluie, et il y a eu un tonneau, un truc qui était ouvert, et il y a eu de la pluie qui est tombée dedans. Et ça rend Hametz. Donc c'est très compliqué. C'est ça qu'il faut faire éviter à prendre n'importe quel gâteau qui est vendu dans les magasins, même avec un tampon. Il y a certains tampons qui sont plus sérieux, d'autres qui sont un peu moins sérieux. C'est vrai que c'est compliqué, Pessar, c'est une fête très compliquée. Et il faut poser des questions. Et il ne suffit pas juste d'aller dans le magasin cachère et acheter. Il y a tous les choix aujourd'hui dans le magasin cachère, il y a beaucoup de choix. Et donc, il y a le choix de tous les niveaux de cache-route. Dans ces gâteaux-là, il faut éviter, si on peut, ceux qui sont faits avec de la farine. Après, une noix de coco, fécule des pommes de terre, farine de matzah, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'avec la vraie farine du jus de fruits, si au moment où il y a eu de l'eau qui est intervenue dans le jus de fruits, ça rend la chose Hametz. Et là, ça serait un problème de Hametz. Rivka, s'il te plaît. Bien. Ok. Donc là, hein, on va passer, ça c'était par rapport aux produits à consommer ou pas pendant Pessah. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas après à écrire. Maintenant, on va parler de la Hagala Kelim, de la cachération des ustensiles. L'année dernière, il y a eu énormément de questions, c'est parce que comme il y a eu beaucoup de monde qui d'habitude avait l'habitude de partir, et cette année ne sont pas partis. Et il y a eu le confinement et tous les magasins étaient fermés. Les gens se sont retrouvés sans ustensiles ou sans bonne vaisselle à acheter pour Pessah. Ils étaient tous en folie. Comment on fait pour cachériser? Comment on fait pour cachériser? Et donc là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Alors, il faut savoir, c'est quoi ce dîne-là de Hagalat Kelim? Hagalat Kelim, c'est la cachérisation des ustensiles. Alors, il dit, ça c'est une base qui est basée dans la Torah. Kelim shemishtamshim b'hem mechametz. Des ustensiles, on s'en sert avec du chametz. On n'a pas le droit de s'en servir à Pessah sans qu'on les a cachérisés. Et du moment où on n'a plus le droit de consommer du chametz à la veille de Pessah, on n'a plus le droit d'utiliser ces ustensiles-là dans lesquels on a utilisé du chametz. Et comme on cachérise un ustensile qui a été chametz, comme de la même façon qu'on l'utilise, de la même façon, on doit le cachériser. Ça veut dire que si c'est à froid, si c'est à tiède, si c'est à chaud, si c'est à bouillant, brûlant, eh ben, il faut brûler l'ustensile. On va rentrer dans les détails après. Maintenant, il suffit que un ustensile, des fois on s'est servi dans cet ustensile à sec, à froid, des fois mouillé, eh ben, on va selon la majorité de l'utilisation. Et maintenant, s'il y a un risque que ce produit avec brûlant, on s'est servi avec quelque chose de brûlant, même si on s'est servi une fois, par exemple, on a mis du pain brûlant ou quelque chose de produit brûlant sur ce plat-là, et bien même si c'est une fois, on devrait le nettoyer, faire un liboun. C'est quoi liboun? C'est le brûler. Brûler, c'est à 450, 500 degrés. D'accord? C'est plus 370 degrés en tout cas. Il faudrait le brûler. C'est très compliqué. Donc, faut éviter. Il faut éviter tous ces produits-là. Donc, alors, comment on fait si on veut vraiment cachériser? Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé ici de la machine à café. Je vais commencer déjà par le four.
le four, il y a plusieurs sortes de fours, d'accord? Il y a plusieurs sortes de fours. Alors, je vais vous lire, une seconde, je voulais l'avoir devant moi, bien que je l'ai déjà, mais je voulais quand même l'avoir devant moi, la halakha du four, dans les détails. Alors, il est où l'histoire du four? Voilà. Alors, le four. Le four, il y a les fours avec pyrolyse et les fours sans pyrolyse. Les fours qui sont sans pyrolyse. Sur un four qui n'a pas de pyrolyse, comment on fait pour le cachériser? Alors, si un homme il peut éviter de se servir d'un four sans pyrolyse, un four pyrolyse, il faut pas. Si on peut avoir un autre four pour Pessah, c'est la meilleure solution. Si on ne peut pas avoir un autre four pour Pessah, il faut le nettoyer, le frotter tous les recoins, tous les coins, en haut, en bas, de partout, la porte et tout. Mettre du produit qui arrache tout, qui abîme tout. Alors, ce pas des produits qui peuvent abîmer le four, mais normalement, les fours avec cette chaleur-là, ils ne s'abîment pas avec la choumanite, etc. Mettre du produit très fort. Laisser une journée, 24 heures sans utilisation, rien du tout, et de faire chauffer le four pendant 1 heure. Quand on dit 1 heure, c'est 1h15, parce que le temps que le four il monte à son degré le plus fort, c'est environ, je crois que ça dépend des fours, entre 280 et 370 degrés. Et donc, il faut le faire comme ça, tourner sur 1h15. Parce que le temps qu'il a la température, donc il y a un quart d'heure, donc c'est 1h15. Le faire tourner à fond et après essuyer, nettoyer tout ce qu'il y a dedans. Ça, c'est pour le four. C'est lui qui n'a pas d'autre solution. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les barquettes, les plateaux et les grilles? Incachérisables. Pourquoi dans le four on peut cachériser les grilles? Non. C'est que le four, c'est très très rare qu'il y a de la nourriture du Hametz qui touche les parois. Très très rare. Il faut une femme qui fasse des chalotes et que ça déborde partout. Normalement, il n'y a aucune raison que ça arrive. Par contre, sur une grille ou sur un plateau, même si on a mis du papier sulfurisant ou de l'alu, ça peut couler. Et donc, ça coule à très très chaud. Et il faut du liboun. Liboun, c'est-à-dire qu'il faudra chauffer le plateau à presque à 400 degrés et le faire brûler qu'il devienne rouge. Et là, ça serait cachérisé. Donc, le conseil, c'est que on prend des plateaux, on achète des grilles, des plateaux, on va chez Darty, ceux où on a acheté notre four, et on prend des plateaux et des grilles pour Pessah. Dans le même four, ceux qui veulent, qui ne peuvent pas changer de four ou qui n'ont pas d'autre four. Pour les fours pyrolysables, où il y a la pyrolyse. Pour les fours à pyrolyse, c'est quoi la pyrolyse? C'est que c'est pour éviter le casse-tête de nettoyer, ils ont fait c'est ce qu'il y a pyrolyse. Ce qu'on conseille quand même, c'est de nettoyer avant la pyrolyse. Faire la pyrolyse c'est à 500 degrés. On le fait de circuit entier, c'est environ 2 heures, 500 degrés. Quand on arrive à la fin de ces 500 degrés, on ouvre le four, normalement, tout est nickel. Et donc après, on essuie ce qui reste, mais il ne doit rien rester. Le four, il est propre, il est caché à l'épaisseur, que ce soit Ashkenaz, Sfara, tout le monde. Maintenant, il y a l'histoire des plateaux, et des grilles et des plateaux. Les grilles et les plateaux, normalement, dans les fours, même de bonne marque, mais ce n'est pas de marque, à 500 degrés, on vous dit de les sortir dans la pyrolyse parce que ils vont fondre les plateaux. Ils peuvent se tordre, pas fondre, mais peut-être se tordre. Donc, on les sort. Donc, les plateaux, ils ne sont pas cachérisables. Si on est à un four où on sait que les plateaux, il y a la pyrolyse sur les plateaux aussi, normalement, ça devrait être bon même pour les plateaux. Maintenant, sinon, comme dans le four qui n'est pas pyrolysable, on prend des plateaux et des grilles qui sont cachères les Pessah. Que pour Pessah. Et là, on est tranquille. Quelqu'un qui a un four qui se pyrolyse avec des grilles et des plateaux cachères les Pessah, il est au top, il peut se servir du même four pour le Pessah et pour l'année. C'est la même chose pour le faire passer du fromage ou du fromage à la lait à viande ou viande au lait. Avec la pyrolyse, l'affaire, elle est réglée. Maintenant, quelqu'un qui a un four normal, mais qui ne veut pas cachériser d'un côté, parce qu'il a peur, il ne sait pas, et d'un autre côté, il a besoin du four. Le conseil qu'on peut lui donner, c'est de bien nettoyer le four, de bien le nettoyer, et de faire passer 1 heure, et de faire cuire tout ce qui veut, ses gâteaux, etc., dans son four, mais avant Pessah. Pendant Pessah, il ne le touche pas. Mais comme c'est avant Pessah, et ça s'appelle Nat Barnat, on ne peut pas rentrer dans toute cette notion-là, qu'en fin de compte, quand ça a été fait avant Pessah, même que c'est dans un four qui a été nettoyé, etc., que pas tout le monde est d'accord qu'un four normal qui n'est pas pyrolysable, on peut le cachériser.
comme ça a été fait avant Pessah, on pourrait l'utiliser pendant Pessah. On pourrait manger ces gâteaux et ce qui a été fait pendant Pessah. Deuxième sujet, c'est la plata, la plaque de Shabbat. Celui qui peut avoir une plata de Pessah et une plata de Shabbat, normal, dans l'année, c'est très bien. Celui qui ne peut pas, il y a un problème sur la plata. Le problème de la plata, c'est que la plata, on met souvent du pain. Du pain, des gâteaux, des plats qui sont avec du chametz, et des fois c'est direct sur la plaque. Et là, il faudrait un liboun. Un liboun, c'est-à-dire qu'il faudrait brûler, encore une fois, je dis comme ça devienne rouge, comme ça, à des centaines de degrés, excusez-moi, la plata. Donc comment on fait? Si quelqu'un ne veut pas changer de plata, donc déjà, il faut bien nettoyer avec, comme on dit, de la choumanite, etc., bien frotter tous les recoins, etc. Et faire chauffer la plaque pendant 40 minutes, une demi-heure, 40 minutes, donc elle va chauffer à fond. Après, pencher la plata vers le l'évier et mettre de l'eau bouillante qui va couler vers l'évier. Bien essuyer. Et après, recouvrir pour Pessah avec de l'aluminium épais, le plus épais qu'il y a dans les magasins. Pendant la période de Pessah, ils vendent des aluminiums très épais. Le plus épais, de mettre une couche sur la plata. Et essayer de mettre une grille ou quoi, de ne pas poser des trucs directs. Si quelqu'un veut poser des trucs directs sur la plata, essayez de mettre une deuxième couche d'aluminium sur cette plata. D'accord? Ça, c'est pour la plata. Pour le barbecue, ceux qui ont un barbecue, le barbecue, c'est la même, c'est comme un peu le four à pyrolyse. C'est comme le four à pyrolyse, c'est l'idée de, s'il monte le four, si c'est un barbecue à gaz, il monte à 400 degrés. Et donc, même à 400 degrés, on pourrait le chauffer à gaz fermé, le laisser fermer, et donc il est cachérisable, juste à nettoyer après, et il n'y a pas de problème. Pour le four à micro-ondes, je crois qu'il faut rendre compte que le micro-ondes, pardon. Pour le micro-ondes, là, on va dire, c'est presque. Alors, ce que je dis, est-ce qu'il y a une différence entre le four à micro-ondes et le micro-ondes? Ça veut dire que le four à micro-ondes, c'est comme un four normal. Ça veut dire qu'on est obligé de faire le système qu'on a fait pour le four avec pendant 24 heures ne pas toucher, mettre des produits forts, tout frotter, etc., après renettoyer, etc. Par contre, dans les micro-ondes simples, qu'il n'y a pas de corps chauffant dans ces micro-ondes-là, c'est juste avec des rayons, d'accord? Puisque aussi souvent, les parois n'arrivent pas à la chaleur très très forte, ça arrive sur le centre du micro-ondes. Et ça arrive jamais vraiment à la température de 250 degrés, etc. C'est juste pour réchauffer. D'accord? Donc, c'est quoi la solution? C'est de très très bien les nettoyer. Très très bien les nettoyer. Et mettre un bol d'eau avec des produits qui nettoient. Pas de la javel, des produits qui nettoient et de faire tourner. Alors, une autre solution qui est donnée, c'est de se servir toujours pendant Pessah que dans une boîte fermée dans le micro-ondes après qu'on a nettoyé. Et comme ça, on est tranquille, on n'a pas le risque qu'il y ait du chametz qui retombe, des parois ou quoi, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la machine, le lave-vaisselle? Le lave-vaisselle, c'est une grande question. C'est une grande discussion. Combien de temps on fait tourner le micro-ondes? 5-10 minutes. 5-10 minutes. Pas besoin de faire tourner beaucoup. Le maximum. Genre, si vous, dans votre micro-ondes, ça dépend, c'est une question qu'on m'a posée. Donc, combien de temps faire tourner le micro-ondes? Ça dépend. Il faut aller faire plus que l'habitude que vous avez. Si vous faites tourner votre micro-ondes jamais plus que 5 minutes, et bien vous faites 6 minutes. 5-6 minutes. Si vous faites tourner des fois 10 minutes, et bien vous mettez 10 minutes. Pas besoin de plus. Après avoir bien nettoyé, de l'eau, un bol d'eau, avec des produits nettoyants, du savon, etc. Pas besoin de mettre de la javel. Et le faire tourner comme ça pendant 10 minutes et c'est bon. Le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, là, il y a des vraies discussions sur le lave-vaisselle. Alors, Rabbi Sion, je dirais, lui, il vous dit que c'est presque impossible de cachériser un lave-vaisselle. Rav Ovadia Yosef, dans l'écoute Yosef, lui, il dit, mais dire qu'il y a Hashmali, Apoel Aïdé Shtifa Berotrim Chomri Nikoui Bgoumi, Moutar Lishtamel Besan Shenko Etel Chonam Ekol Ichlour. Et voilà. Donc, lui, il dit que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit que dans la vaisselle, il faut toute l'année, on met des produits qui
dans la vaisselle du savon, c'est-à-dire des produits qui abîment la nourriture, qui abîment ce qui est dedans, qui détruisent, ça ne devient plus mangeable. Et donc, il dit que la solution qu'on pourrait avoir, c'est de bien nettoyer la vaisselle, d'accord, et mettre beaucoup de produits, le faire tourner à vide, laisser 24 heures comme ça sans utiliser, et pouvoir après utiliser le lave-vaisselle même pendant Pessah. Il y en a qui veulent dire que non, il faudrait mettre, comme c'est bouillant dedans, donc il faudrait mettre le liboun, il faudrait mettre des trucs, du fer chaud sur les parois, etc. Celui qui peut éviter le lave-vaisselle, c'est mieux d'éviter le lave-vaisselle. Celui qui peut éviter le lave-vaisselle, c'est mieux de l'éviter. Les marmites, ceux qui veulent cachériser des marmites, il faut faire bouillir les marmites sur du feu à très le plus fort, d'accord, et verser de l'eau bouillante du feu direct dans notre marmite. Et ne pas utiliser pendant 24 heures cette marmite-là, et la laisser, après bien la nettoyer, et dès qu'on a sorti l'eau bouillante, de mettre tout de suite de l'eau froide. Toute la hagala, toutes les cachérisations, ça peut être aussi pour les ustensiles, pour les couteaux, les fourchettes, etc. Si quelqu'un n'a pas de couteau, fourchette, il n'a pas assez, la même chose, il prend une marmite bouillante, il prend une grande marmite, il fait bouillir de l'eau à fond, il met les ustensiles dans la marmite qui est en train de bouillir. Il faut qu'il y ait des bulles, il faut que ça soit bouillant, qu'il y ait des bulles, comme vraiment que ça fasse beaucoup de bulles. On met les ustensiles dedans et tout de suite après, on met dans l'eau froide. Et on essuie et c'est bon. Ça, c'est pour les vaisselles en métal et pour des marmites. Parce que, comme on a dit, de la façon qu'on les utilise, de la même façon, on les cachérise. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait avec les poignets? Parce que des fois, les poignets, il y a une marmite qui est à côté de marmite. Les poignets, des fois, on ne les cachérise pas. Comment on fait? Il faut bien les gratter. Il faut bien les nettoyer. Et même le couvercle des marmites, bien sûr, il faut aussi le faire, avoir peut-être une très grande bassine, de l'eau bouillante, la faire bouillir. Donc, il faut avoir une très grande marmite ou un grand truc en fer, le faire bouillir et le tremper dedans. Donc, on a fait la plaque. Alors, les grilles, pas les grilles, pardon, les poêles. Les poêles où on fait que des trucs avec de l'huile. Que avec de l'huile sur la poêle. On n'a pas fait griller sur la poêle. De l'huile, des poêles qui nous servent avec de l'huile. Cela, on peut les cachériser avec une agalage, donc avec de l'eau bouillante, etc., en les nettoyant, en les frottant, etc., en les nettoyant, avec de l'eau bouillante, les bouillanter. Donc, c'est vrai que quand c'est des poêles, des grandes poêles, etc., on n'a pas à la maison des grandes marmites pour pouvoir faire la hagala. Il faut aller dans des centres où on fait la hagala. Il y a des endroits sur Paris, il faut vérifier. Il y a des endroits où on peut aller faire une hagalat kelim. Il y a des grands tonneaux avec du gaz en dessous, ça bout, et on met les ustensiles dedans. Si on a des grandes marmites qu'on ne peut pas après cachériser, avoir une autre grande marmite pour rentrer, pour que ça rentre entièrement dedans. Maintenant, si c'est une poêle où on fait du gris qu'avec des grilles, genre on grille dessus, on a peut-être grillé du pain dessus, ou même s'il n'y a pas du pain, de la viande ou quoi, mais je sais pas, quelque chose qui peut avoir, il y a eu accès avec du hametz, et bien là, il faut faire un liboun, il faut la faire brûler à des centaines de degrés, qu'elle devienne rouge, et après on peut l'utiliser. Les assiettes, donc tout ce qui est, il faut savoir, porcelaine, tout ce qui est porcelaine, incachérisable. Tout ce qui est porcelaine, c'est incachérisable. On ne peut pas cachériser tout ce qui est de la porcelaine et des trucs en pierre, etc. C'est impossible de cachériser. Maintenant, tout ce qui est des ustensiles en argent, en or, je sais moi, c'est un verre de kidouche, des trucs comme ça. Et il suffit de bien les nettoyer, bien les rester si on ne s'est pas servi avec à chaud dedans. Le frigidaire, congélateur, il suffit juste de bien les nettoyer et de les rincer. Cela suffit. Les éviers. Les éviers où on fait la vaisselle, d'accord, nos éviers. Donc, si c'est des éviers qui sont comment on dit, en inox, en irostat, en fer, comme ça, en métal, il faut
verser une fois de l'eau bouillante sur de la totale, verser une fois de l'eau froide. Si on peut encore verser une fois de l'eau bouillante et après encore de l'eau froide, bien nettoyer bien sûr. Pas utiliser si on peut. Si on a utilisé du chaud, si on a lavé de la vaisselle à chaud avant, il faut essayer de ne pas utiliser pendant 24 heures au moins à chaud. C'est-à-dire que pendant 24 heures, ne pas faire de la vaisselle à chaud dans les éviers. Et les faire passer de l'eau bouillante, si on peut avec du savon, et bien nettoyer avec du savon. Après de l'eau bouillante, tout est bouillant avec un koum-koum, une bouilloire, mettre de l'eau bouillante de partout, de l'eau froide, de l'eau bouillante et de l'eau froide, et c'est bon. Celui qui veut être marmire, il peut mettre des bacs à l'intérieur, des bacs en plastique pour recouvrir et pour être tranquille, que ça touche pas du tout. Non, tout ce qui est des ustensiles en verre, tout ce qui est du verre, des verres, des plats en verre, des plats en Firex, là, je crois Firex, Duralex, ceux qu'on met dans le four, des plats en verre qui explosent pas qui supportent la chaleur. Tout cela, bien qu'on fait à chaud dedans des fois, pas besoin de les cachériser avec de l'eau chaude, etc. Il suffit juste de les nettoyer à de l'eau tiède, froide, bien rincée, etc. Et c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on dit, nous les séfarades, que le verre, il n'absorbe pas le chametz. Il n'absorbe pas que le chametz, il n'absorbe rien du tout le verre. Les Ashkenazis pensent dire qu'aujourd'hui, le verre qu'on a, c'est plus le verre de qualité d'avant, et notre verre, il absorbe pas comme les autres ustensiles, mais il absorbe quand même un peu, pas comme la porcelaine, mais il absorbe un peu. Donc ils disent qu'il faut faire une agala. Il faut le mettre dans l'eau chaude, et après dans l'eau froide, etc. Nous, les Sfaradim, tout ce qui est du verre, il suffit juste de le rincer du savon, nettoyer savon eau froide, et même ce qu'on a mis même dans le four, des plats en verre, bien le nettoyer et on peut les utiliser pendant Pessah. Pendant Pessah, ouais. Donc même pour les viandes, si on nettoie bien un ustensile qui est en verre, on pourrait utiliser un ustensile en verre, que ce soit pour du lait ou pour de la viande. D'accord? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Alors, la table sur laquelle on mange toute l'année, il faut bien les nettoyer, bien les rincer, bien frotter et essayer et bien sûr mettre une nappe cachère l'épaisseur au-dessus. Essayer de ne pas manger sur la table elle-même parce que la table elle-même, des fois, on peut poser une marmite chaude, on peut poser un plat chaud, du pain bouillant ou quoi, du bois ou une autre forme, je sais pas, de table qui est faite, elle peut absorber et donc il faut bien nettoyer, bien frotter et couvrir. Les mixeurs, les kénouds, etc. Très très compliqué quand on met de la farine, etc. Très très compliqué de cachériser pour ça. Donc ces choses-là, il faut éviter. Il faut vraiment prendre des kélim qui sont cachères l'épaisseur. Maintenant, le plan de travail. Les plans de travail, tout ce qui est de la pierre, du bois, de la formica, des trucs recouverts, tout ça, il faut essayer de cachériser. Ça veut dire casser. Faut bien nettoyer, bien sûr, mettre de l'eau bouillante, passer avec de l'eau froide et recouvrir. Si on peut, c'est le mieux, c'est le top, de recouvrir ou avec de la toile cirée ou avec de l'alu épais, scotché avec du scotch, bien pour une semaine. C'est pas grave. Ça va vous changer. Vous allez penser que vous avez une nouvelle cuisine quand vous allez la redécouvrir après. Vous allez kiffer votre cuisine après qu'elle ait été couverte pendant une semaine avec de l'alu et ou des toiles cirées. Maintenant, celui qui veut pas du tout et qui peut pas, faut frotter un maximum, cachériser, mettre de l'eau bouillante, mettre de l'eau froide, remettre de l'eau bouillante et de l'eau froide. Non, je vous dis, le problème c'est que sur les plans de travail, on pose des fois des marmites brûlantes avec du chametz dedans, du pain, des plateaux avec du pain, etc. Et c'est presque impossible, de cachériser. Et donc, on essaie de cachériser au maximum et on met des toiles cirées. Ça peut être une toile cirée transparente ou couleur, ce que vous voulez. Si l'eau bouillante abîme le plan de travail, on peut frotter. Oui, si ça abîme le plan de travail, on peut frotter, juste nettoyer et recouvrir. Si ça abîme vraiment le plan de travail, on peut frotter et recouvrir. Il ne faut pas prendre de risque d'abîmer le plan de travail. Maintenant, on va parler de la machine à café.
Alors, j'avais vu ça pour la machine Nespresso. Je vais voir si c'est pour la machine Nespresso que j'avais vu. Une seconde, parce que j'avais vu cette question-là, justement aujourd'hui. C'est qu'elle m'a posé pour la machine Nespresso. Qui c'est? Est-ce que je vais voir ça? Une seconde. Une seconde, je regarde. Mais ça tape. Ça tape à la porte. Alors. C'est fini le jour? Non, j'ai pas fini, non. Alors. Alors, pour le Nespresso, comme je dis, les Nespresso, normalement, ils sont cachés, si je ne me trompe pas, ils sont cachés à l'épaisseur. Ceux qui ont mis que du Nespresso dans leur machine à café, il n'y a aucun problème. On peut continuer à utiliser pendant Pessah. Même ceux qui n'ont pas mis que du Nespresso. Et c'est des séfarades, c'est des gens qui mangent des kitniyot. C'est qu'il y a des séfarades qui ne mangent pas les kitniyot. Kitniyot, c'est tout ce qui est les légumineux, le riz, etc. Eux, il faudrait cachériser, faire passer de l'eau bouillante, faire nettoyer à froid, à chaud, si on peut mettre même des produits qui abîment ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ceux qui ne mangent pas les kitniyot. Mais la majorité des séfarades que oui, ils mangent des kitniyot, qui mangent tous les légumineux, etc., eux, il n'y a pas de problème, juste un peu nettoyer. Et on peut utiliser la machine à Nespresso, la machine de café Nespresso. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que si on a mis du pain, etc., à côté du Hametz toute l'année, il faut bien nettoyer, bien tous les trucs, tous les plastiques là qui sont à côté, dedans. Il faut bien frotter, bien nettoyer, qu'il ne reste pas du Hametz au cas où à côté. Mais la machine en elle-même, Nespresso, il n'y a pas de problème. On peut, bien sûr, il faut bien la nettoyer comme j'ai dit, on peut l'utiliser pendant l'année. Le truc, c'est que pour ceux qui doivent, ceux qui ont un problème, qui pensent que le café qui a été mis dedans, c'est peut-être du Hametz, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours fait avec du café qui est caché à l'épaisseur, il y en a qui disent que c'est compliqué, on ne peut pas cachériser vraiment cette machine parce que l'eau bouillante qu'on va mettre, elle ne va pas rentrer dans tout le système de la machine à café et donc ce n'est pas vraiment cachérisable pour ceux qui diraient qu'il y a un risque qu'il y ait du Hametz pendant l'année, on doit cachériser. Donc ça dépend, comme je vous dis, si c'est quelqu'un qui a utilisé que du kasher l'épaisseur, c'est bon. Quelqu'un qui a utilisé du café où il y a un risque qu'il ne soit pas kasher l'épaisseur, il faut faire attention, il faut éviter si on peut. Et sinon, essayer de nettoyer au maximum. Ça, c'est pour la machine à café. Il y a d'autres questions sur la cachérisation où on peut passer à la vente du Hametz. Je regarde cette autre question. OK. Donc, on va passer à la vente du Hametz. Il faut savoir, c'est quoi cette histoire de vente du Hametz? C'est qu'on vend du Hametz, mais en fin de compte, on ne le vend pas vraiment parce qu'on le garde souvent chez nous et parce qu'on sait que le goy, il faut qu'il rentre chez nous à la maison, etc., etc. Faut que... Comment ça marche, cette mechira? Il faut savoir qu'à un moment à l'époque, les Sfaradim, on ne vendait pas le Hametz. On ne faisait pas de vente de Hametz. Et il n'y avait que très peu de personnes qui vendaient du Hametz à Pessah. C'était qui? C'était ceux qui avaient des grandes quantités de Hametz. Des fournisseurs, des grossistes, ceux qui avaient des usines de whisky, ceux qui avaient des grandes quantités de Hametz, ceux qui avaient des magasins, des grands magasins. Eux, ils avaient le droit de vendre parce qu'il y avait un FCL, il y avait une perte importante. Et donc, ils mettaient le Hametz dans une pièce fermée, ils fermaient la clé, cette porte à clé, ils donnaient la clé au goy, ils lui vendaient le Hametz. Et ils faisaient avec lui un tnaï qu'après le Pessah, ils vont lui racheter son Hametz et voilà, ils lui payaient et ils lui donnaient. Donc en fin de compte, le goy, on lui fait un chèque en fin de compte, en Israël, il lui fait un chèque, lui il achète avec ce chèque,
on lui donne en compte dans sa main 1 million, je sais pas, dans Israël, quelques millions de shekels, il rachète tout le Hametz de tout l'État d'Israël, de l'armée, etc. Et après Pessah, on lui refait un autre chèque, il rembourse, c'est bon. Et tout en fin de compte, c'est de l'argent qu'on lui donne, qu'on récupère après. Mais non, il y a quand même, pour que la vente elle marche, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de sérieux dans cette vente. Il faut que la vente elle soit sérieuse de la part du vendeur et de la part de l'acheteur. C'est pour cela que quand les magasins ils vendent du Hametz, il faut que ça soit vraiment sérieux et que pendant toute la période de Pessah, ils ne vendent pas de Hametz dans leur magasin aux clients. Il faut que ça soit vraiment, vraiment fermé. Et il faut, même si c'est possible, c'est louer carrément les endroits où on vend le Hametz à un goy. Et le top, ce serait de lui donner la clé de la pièce, où on a laissé le Hametz. Si on lui donne la clé où il y a la pièce où on a laissé le Hametz, c'est vraiment la meilleure vente qu'il peut avoir à ce moment-là. Donc, comment on fait? On peut vendre, nous, aujourd'hui, bien qu'on n'avait pas l'habitude avant, on peut vendre le Hametz et il faut cacher donc le Hametz, les endroits, les fermer si c'est possible, ou mettre un panneau, une étiquette, c'est vendu, et il faut le vendre jusqu'à la fin de Pessah. Donc, il ne faut pas oublier de le faire en dernière minute. Il y a des actes de vente de partout, dans tout là, vous avez accès. C'est mieux, si c'est possible, de donner en main propre à un rave que lui, il fait la vente, que de le faire sur Internet. Je veux dire pourquoi? Parce que quand on fait sur Internet, alors, c'est que beaucoup font sur Internet, ça m'est arrivé l'année dernière aussi, j'ai pas pu aller le faire en vrai, j'ai fait sur Internet. Mais si c'est possible de le faire en vrai, de faire une vraie vente, aller chez le rave, signer un contrat, comme quoi j'ai vendu mon Hametz, comme quoi je détaille tous les endroits dans ma maison où il y a du Hametz. Je ne vais pas dire je vends mon Hametz, ça c'est pas clair. Dans une vente, on ne dit pas je vends n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Il faut préciser les endroits où il y a du Hametz dans ma maison. Je tel placard, à gauche, à droite, dans la cuisine, dans la chambre, etc. Préciser de façon claire l'étage, l'endroit où on habite. Ce que si le goy il veut arriver, le top en Israël, c'est qu'on donne une clé, carrément. C'est toujours le même goy. Comme ça, on dit vraiment, comme ça, nous, on sent qu'il peut vraiment venir à tout moment se servir. Ils ne viennent pas, vous inquiétez pas, mais c'est comme ça montre le sérieux de la vente. Il faut que ce soit le plus sérieux possible. Donc, il faut bien donner l'adresse, le nom, le prénom de la personne, le nom de famille, etc. Les endroits précis où on a mis le Hametz, d'accord? Et donc, il faut signer cet acte avant le 14, donc ça sera avant Shabbat matin, là, cette année, ça sera depuis vendredi, ça va être activé Shabbat, mais la vente, il faut qu'elle se fasse avant Shabbat. C'est-à-dire que le gars, il va pouvoir prendre possession du Hametz, tout le goy de notre Hametz pendant Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de faire de vente pendant Shabbat. La vente, elle sera faite avant, mais elle va être active à partir du jour de Shabbat, à l'heure où on arrête, on n'a plus le droit d'en profiter du Hametz, donc 11h37, comme on a dit la semaine dernière. Bien qu'on annule le Hametz, il y a du Hametz qu'on veut garder. Ce Hametz-là qu'on veut garder, on doit le vendre si on veut pouvoir l'utiliser après Pessah. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Parce que le Hametz chez Avar Alava Pessah, un Hametz qui n'a pas été vendu, et que Pessah est passé, on n'a pas le droit d'en profiter. Parce que c'est du Hametz, normalement, un Hametz, à Pessah, on ne doit pas avoir de Hametz en notre possession du tout quand on est descendeur, Balirae, ni il faut qu'on voit, ni il faut qu'il se trouve chez nous. Et tant qu'on n'a pas. Et donc, il ne faut pas qu'il se trouve chez nous. Et donc, du moment où il y a eu du Hametz chez nous à Pessah, qu'il y a du Hametz chez nous à Pessah, qui est en notre possession ou dans un magasin qui n'a pas été vendu, on n'a pas le droit de le consommer. C'est pour cela qu'après Pessah, faire très attention où on fait nos courses. Chaque année, on vous dit qu'il ne faut pas aller dans tel magasin, tel magasin, tel magasin. Le problème, c'est que des fois, il y a beaucoup de juifs qui sont dans le business, et le business de la nourriture aussi. Et des fois, c'est des juifs qui ne font pas attention à la halakha et qui ne vendent pas leur Hametz. Et du coup, on va aller après Pessah manger dans ces magasins du Hametz qui n'a pas été vendu. Et donc, ça c'est un interdit parce qu'on va manger du Hametz chez Avar Alava Pessah. C'est le Hametz qui a passé Pessah au-dessus.
derrière, qui a passé Pessah, qui n'a pas été, maintenant, celui qui a fait une bonne vente ou qui achète dans un magasin cachère, qui a écrit, il y a un papier que tout le Khametz du magasin il a bien été vendu, il n'y a pas de problème et pas besoin d'attendre les nouvelles fabrications d'après Pessah. Non, celui qui vend le Khametz, il faut vendre le Khametz et pas les ustensiles. C'est-à-dire que je vends mes placards, je vends mes assiettes, je vends. Il y en a qui disent que même les assiettes, ça la vaisselle de l'année, on n'est pas obligé de vendre parce que si on a bien nettoyé, il n'y a pas de Khametz dedans. Il y en a qui veulent dire oui, mais il y a du Khametz qui a été absorbé dans la vaisselle. Donc, il faut vendre le Khametz qui est dans tel placard, le Khametz qui est dans tel placard, le Khametz qui est dans telle salle. Parce que si on vend les ustensiles eux-mêmes, on dit je vends ma vaisselle, eh bien, tu as vendu ta vaisselle à un goy. Et quand on achète une vaisselle d'un goy, après, il faut la tremper. Donc, quelqu'un qui vendrait sa vaisselle pour Pessah, il vend sa maison, il dit je vends ma maison et tout ce qu'il y a dans la maison. Donc, il faudrait qu'après Pessah, il aille tremper toute sa vaisselle dans le mévé comme s'il vient de l'acheter. Et c'est dommage. Donc, il faut bien préciser quand on fait la vente. Normalement, les papiers de vente, dans beaucoup de manières, ils sont bien faits, bien détaillés. Il y a tous les détails, qu'est-ce que je fais, ce que je ne fais pas quand je signe ce contrat. Donc, c'est un vrai contrat de vente. Et donc, il faut suivre ces règles-là dans ces contrats. Vous avez aussi sur Internet. Alors, c'est vrai que sur Internet, comme on a dit, on ne fait pas vraiment l'action parce que du coup, c'est juste j'appuie sur un bouton, je clique sur mon téléphone. Il y en a qui disent que c'est faire attention. Mais dans un cas où on n'a pas la possibilité d'aller dans un endroit, on ne sait pas, on ne connaît pas, c'est compliqué, etc., on peut se contenter de faire une vente sur Internet. On peut faire une vente sur Internet. Maintenant, par rapport à la vente, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Il faut bien louer dans les endroits. Voilà. Comme je disais, le Ben Ishra, il dit que les ustensiles, la vaisselle, on n'est pas obligé de la vendre. Si on a bien nettoyé, il n'y a pas obligé de la vendre. On le met dans un endroit à côté, on dit fermé pour Pessah, pas obligé de vendre le Khametz qui est dans la vaisselle. Et un conseil qui est donné par tous les rabbanim séfarades, celui qui peut ne pas vendre son Khametz, ça veut dire pas de le garder, de le jeter. Il n'y a pas de problème de baltachrit dans le Khametz. C'est pas problème d'abîmer, de jeter de la nourriture. Le Khametz, justement, une fois dans l'année, on doit se débarrasser du Khametz. Donc, quand on se débarrasse du Khametz, c'est-à-dire qu'on ne doit plus avoir notre possession du Khametz. Donc, quand on n'est plus avoir notre possession du Khametz, c'est bien de tout finir avant Pessah, de se débarrasser de son Khametz. Comme ça, ne pas avoir besoin de vendre. Comme on dit, l'idée de base de la vente du Khametz, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de Khametz, qui ne pouvait pas faire sans ce Khametz. Là, on lui dit, tu peux le garder, etc. Mais si quelqu'un il a quelques 5, 10 euros, 15 euros de Khametz, c'est pas obligé de se radiner et de dire j'ai peur, je ne veux pas abîmer, tu jettes, il n'y a pas de problème. Dans Stan, depuis quelques années, il y a une nouvelle belle action qui se fait, c'est que nous, on veut se débarrasser du Khametz, mais il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Et donc, au lieu de se débarrasser de jeter, il y a des organismes qui gardent le Khametz pour après Pessah. Je crois que Mazon récupère du Khametz avant Pessah et le revend pas cher ou le distribue aux familles après Pessah. Ils vont faire une vente de Khametz et nous, en même temps, on s'est débarrassé de notre Khametz. En même temps, on a aidé des familles qui n'ont pas la possibilité de manger. Ça, il n'y a pas de problème. Du moment où il y a une vente qui est faite, qui est réalisée, il n'y a aucun souci et on peut donner le Khametz et il y a des gens qui vont profiter et nous, on n'aura pas eu besoin de vendre notre Khametz à nous. Il y a des grandes entreprises dans l'Amazon, ils ont des hangars en Khametz, ils ne vont pas jeter. C'est dommage. Et c'est pour ça que l'idée du Khametz, de la vente, elle a été enseignée, on va dire, instaurée par Chachamim. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la vente de Khametz. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets-là? Alors, la vérité, il nous reste, et bon, il y a moins de personnes que la semaine dernière qui sont là, mais bon, j'ai fait un enregistrement, ceux qui après ils pourront suivre sur l'enregistrement. La semaine prochaine, je vais essayer de faire 2 cours. Pourquoi? Parce qu'il y a le Seder, la préparation au Seder. Là, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on a commencé. Il y a la préparation au Seder et le Seder lui-même et Yom Tov, les 2 Yom Tov. Et on va faire un petit résumé de l'idée de quand Yom Tov, quand Shabbat il tombe la veille de Yom Tov. Donc j'essaie de faire 2 cours la semaine prochaine. On fera un cours le mardi et j'essaierai de rajouter un cours peut-être le mercredi soir ou faire un cours lundi et mardi. Je vous tiendrai au courant sur les groupes pour qu'on puisse faire bien le Seder, toute la préparation au Seder, le Seder en lui-même.
et un résumé de cette année, comment on fait, les horaires, le pain, etc. Pour ceux qui n'étaient pas là et même pour ceux qui étaient là, un peu se rafraîchir la mémoire. Et on dira une petite idée de Moussar, de Hashkafa sur Pessah. Donc, ce sera un show un peu plus voilà, sur l'importance du Seder, de la Haggadah, etc. Donc, la semaine prochaine, on fera 2 cours. Le cours du mardi, on le garde et on fera ou un cours lundi ou un cours mercredi. Je verrai selon, parce que j'ai un autre cours que j'ai d'habitude jeudi, que je crois que je vais l'avancer parce qu'il y a un petit 4 à mettre. Donc, ça sera plus, je crois, lundi et mardi qu'on fera 2 cours sur Pessah, Bezrat Hashem. Chazak, les amis. Bonne soirée à tous. Des bonnes nouvelles et à très bientôt. Kol Tov. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer et je ferai le mieux pour répondre. Avec plaisir.